Alors, tout le monde, donc on va continuer avec l'absorption des nutriments et maintenant, on va voir les lipides. Les triglycérides, graisses neutres, sont des lipides les plus abondants de notre alimentation. L'intestin grêle est le principal site de digestion des lipides parce que le pancréas est la principale source d'enzymes lipolytiques ou lipases. OK? Donc, 23-31, faut avoir ça, qui va résumer les étapes de la digestion, de l'absorption des lipides dans l'intestin grêle. Donc, première chose, c'est émulsification. Comme les triglycérides et leurs produits de dégradation sont insolubles. La digestion et l'absorption des lipides dans l'environnement aqueux de l'intestin grêle exigent un traitement préalable par les sels biliaires. Ok. Dans les solutions aqueuses, les triglycérides s'agglomèrent en formant de gros agrégats de matière de graisse. Et seules les quelques molécules situées à la surface de ces agrégats sont exposées aux lipases hydrosolubles. Cependant, les sels biliaires augmentent considérablement la surface exposée aux lipases pancréatiques en scindant de gros agrégats de graisse en gouttelettes. Sans l'intervention de la bile, il ne pourrait y avoir de digestion complète des lipides durant le séjour de la nourriture dans l'intestin grêle. Les sels biliaires comportent à la fois une région polaire et une région non polaire. Leur partie non polaire, hydrophobe, adhère aux molécules de lipides et leur partie polaire, ionisée et hydrophile, exerce une répulsion mutuelle ainsi qu'une interaction avec l'eau. Les gouttelettes de graisse ainsi détachées, les gros agrégats se transforment en une émulsion stable, c'est-à-dire une suspension aqueuse de gouttelettes de graisse d'un diamètre d'environ 1 micron. L'émulsion ne détruit pas les lésions chimiques, elle réduit simplement l'attraction des molécules de lipides entre elles et les disperse, comme le fait une goutte de détergent à vaisselle dans une flaque gras. Donc, on a bon, le schéma et voilà. Donc, dans le schéma, on montre le gros agrégat de graisse, OK? Et les sels biliaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? OK? Ils vont s'attacher à des morceaux de graisse et donner justement l'émulsion. Émulsification, de gros agrégats de graisse sont émulsifiés, physiquement séparés en gouttelettes de graisse par les sels biliaires dans le duodénum, ce qui augmente la surface exposée aux lipases. Digestion. Les lipases pancréatiques catalysent la dégradation des triglycérides en détachant deux des chaînes d'acides gras, produisant ainsi d'une part des acides gras libres et d'autre part des monoglycérides, c'est-à-dire qu'il y a un glycérol qu'elle n'est fixée qu'une seule chaîne d'acides gras. C'est ce qu'on note là. Donc, la digestion des graisses par les lipases pancréatiques produit des acides gras libres et des monoglycérides. OK? Et qu'est-ce qui va se passer avec ces monoglycérides? Formation de micelles. Les sels biliaires accélèrent la digestion des lipides. Ils sont également essentiels à l'absorption des produits de leur dégradation. Dès que les produits insolubles dans l'eau de la digestion des lipides, glycérides et acides gras sont libérés par l'activité des lipides, ils s'associent aux sels biliaires et à la lécithine, qui est un phospholipide présent dans la bile, pour former des micelles. C'est quoi les micelles? Ce sont des agrégats de lipides associés à des sels biliaires dont les extrémités polaires hydrophiles des sels se trouvent du côté de l'eau, tandis que leur portion non polaire occupe la partie centrale. Leur cœur hydrophobe contient également des molécules de cholestérol et des vitamines liposolubles. Les micelles ressemblent à des gouttelettes d'émulsion, mais elles sont des vecteurs environ
500 fois plus petit qui diffuse facilement entre les microvillosités pour entrer en contact avec la surface cellulaire apicale. Sans formation de micelle, les lipides ne feraient que flotter à la surface du chyme, comme l'huile sur l'eau, et ne pourraient pas entrer en contact avec la surface absorbante des entérocytes. Donc, on montre la formation de micelles, et au milieu, nous avons les acides gras ou bien les monoglycérides et les sels biliaires, ok? Et voici les micelles. Ok? Donc, les acides gras libres et les monoglycérides s'associent ensuite aux sels biliaires pour former des micelles et les transportent vers les entérocytes. Ensuite, on va voir la diffusion de ce passe-t-il. Lorsqu'elles atteignent les entérocytes, les différentes substances lipidiques quittent les micelles et traversent sans problème la membrane plasmique par diffusion simple. Parce qu'on se rappelle que la membrane plastique est formée d'une bicouche de phospholipides qui est imperméable, elle est perméable aux lipides. C'est ce qui se passe là. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'arrive? En 5, formation de kilomicrons. Les acides gras et monoglycérides sont recombinés et associés à d'autres substances lipidiques et à des protéines sous forme de kilomicrons. On va voir si on parle des kilomicrons un petit peu mieux. Donc, une fois dans les entérocytes, les acides gras libres et les monoglycérides sont reconvertis en triglycérides par justement le réticulum endoplasmique lisse. Ces triglycérides s'associent ensuite à la lécithine et à d'autres phospholipides et sont recouverts d'une pellicule de gouttelettes de lipoprotéines solubles dans l'eau appelées kilomicrons. Cette séquence d'événements est très différente de celle qui aboutit à l'absorption des acides aminés et des monosaccharides qui, eux, traversent les cellules épithéliales sans être transformés. Donc, 5, on a formation des kilométrons. OK? Et maintenant, le 6, on va avoir le transport des kilométrons. Transport des kilométrons, d'un blanc laiteux, les kilométrons sont trop gros pour pouvoir traverser la membrane plasmique des entérocytes ou la membrane basale des capillaires sanguins. Les vésicules contenant les kilométrons migrent plutôt vers la membrane basolatérale et sont expulsés par exocytose. On n'a pas montré sur le schéma. Exocytose. Elles pénètrent alors dans les vaisseaux chylifères qui sont beaucoup plus perméables. Par conséquent, l'essentiel des lipides passe dans la circulation lymphatique pour être distribué par la lymphe. Les kilométrons rejoignent enfin le sang veineux par le conduit thoracique qui draine les viscères digestifs. Dans la circulation sanguine, les triglycérides, les kilométrons, seront dégradés en acide gras et en glycérol par, par la lipoprotéine lipase, une enzyme associée à l'endothélium capillaire. Les acides gras et le glycérol peuvent alors traverser les parois des capillaires et servir de source d'énergie cellulaire ou être emmagasinés sous forme de lipides dans le tissu adipeux. Les hépatocytes ajoutent des protéines aux résidus des kilométrons et les nouvelles lipoprotéines ainsi produites servent de transport du cholestérol dans le sang. Le passage des acides gras à chaîne courte est assez différent de ce que nous venons de décrire. Ces produits de dégradation des lipides ne dépendent pas de la présence des sels biliaires ou des micelles. Ils ne sont pas recombinés en triglycérides dans les cellules intestinales et ils diffusent simplement et sont pris en charge par la circulation forte et non par le foie. Généralement, l'absorption des lipides se termine dans l'iléum. Cependant, en l'absence de bile, cela peut se produire lorsque calcul biliaire bloque le canal cystique. L'absorption est si lente que la majeure partie des lipides passe dans le gros intestin et se perd dans les fesses.
que dans les fesses. OK? Donc ça, c'était pour les lipides. Maintenant, on va continuer avec les acides nucléiques. Les noyaux des cellules des aliments ingérés contiennent de l'ADN et de l'ARN. Les nucléases pancréatiques du sucre pancréatique hydrolysent les acides nucléiques en leurs nucléotides, ce sont des monomères. Les enzymes de la bordure grosse, nucléosidase et phosphatase, scindent ensuite les nucléotides, libérant ainsi leur base azotée, les fameux pétons, sur les sucres, et leurs ions phosphate. Les produits de la digestion des acides nucléiques traversent l'épithélium par transport actif grâce à des transporteurs spéciaux situés dans l'épithélium des villosités qui passent ensuite dans le sang. Donc ça, c'est très basique. C'est opto. Absorption des vitamines, des électrolytes et de l'eau. Absorption des vitamines. L'intestin grêle absorbe les vitamines contenues dans les aliments, mais c'est le gros intestin qui absorbe une partie des vitamines K et B élaborées par ses hôtes, les bactéries intestinales. Je rappelle du probiote. OK? Comme nous l'avons déjà vu, les vitamines liposolubles qui forment le ADEC se dissolvent dans les graisses alimentaires et s'incorporent au micelle et traversent facilement l'épithélium des villosités par diffusion. C'est pour cette raison que les vitamines liposolubles en comprimé ne sont bien absorbées que si l'on ingère aussi d'aliments gras. La plupart des vitamines hydrosolubles, vitamines B et C, donc différentes du ADEC, sont absorbées par des mécanismes spécifiques de transport actif ou passif. La vitamine B12 fait exception parce que c'est une molécule très grosse et chargée. Elle se lie aux facteurs intrinsèques, OK, produits par l'estomac. Puis le complexe vitamine B12, facteur intrinsèque, se, se fixe aussi spécifique situé sur la muqueuse de l'extrémité de l'iode, ce qui provoque son absorption par endocytose. Et on se rappelle, si on n'a pas de facteur intrinsèque, on ne peut pas absorber la vitamine B12 et la personne va faire une forme d'anémie. Bon, on verra ça plus tard. Absorption maintenant des électrolytes. Les électrolytes absorbés proviennent à la fois des aliments ingérés, mais aussi des sécrétions gastro-intestinales. La plupart des ions sont absorbés activement tout le long de l'intestin grêle, sauf le fer et le calcium qui franchissent sa barrière intestinale presque uniquement dans le duodénum. De façon générale, la quantité de nutriments qui est absorbée est celle qui a atteint l'intestin, quel que soit l'état nutritionnel de l'organisme. En revanche, l'absorption du fer et du calcium dépend beaucoup des besoins immédiats. Donc, normalement, quel que soit besoin, ou toujours absorber électrolyte, sauf pour le fer, OK, et le calcium. Sous pas besoin de fer, sous pas besoin de calcium, ou pas absorber. Sodium, chlorure et bicarbonate, comme nous l'avons mentionné, l'absorption des ions sodium dans l'intestin grêle est associée à l'absorption active du glucose et des acides aminés. La plupart des anions, donc signes positifs, OK, ouais, oui, c'est ça, suivent passivement le gradient électrochimique créé par le transport de sodium. En d'autres mots, après être entré dans les cellules épithéliales, le sodium est transporté activement vers l'extérieur de celle-ci par la pompe sodium-potassium. Les ions chlorure suivent le gradient électrochimique créé par l'absorption du sodium et à l'extrémité de l'intestin grêle, les ions bicarbonate sont sécrétés activement dans la lumière en échange des ions chlorure. Le potassium lui-même traverse passivement la muqueuse intestinale par diffusion facilitée ou par des jonctions serrées perméables, sous l'effet de variation du gradient osmotique. Au fur et à mesure que l'eau de la lumière est absorbée, la concentration du potassium dans le chyme augmente, ce qui crée un gradient de concentration entraînant son absorption. Par conséquent, tout ce qui entrave l'absorption de l'eau et provoque la diarrhée, en plus de réduire l'absorption du potassium, attire les ions potassium, pardon, de l'espace interstitiel vers la lumière intestinale. Fer. Essentiel à la production de l'hémoglobine et à la respiration cellulaire, le fer est transporté activement vers l'intérieur des cellules muqueuses, où il se lie à la ferritine.
Les complexes intracellulaires fer-ferritine servent de réserve de fer à l'intérieur de la cellule. Lorsque l'organisme contient du fer en quantité suffisante, de très petites quantités, 10 à 20%, passent dans le sang du système poreux. La plus grande partie de cette réserve finit par être perdue quand les entérocytes se détachent de la muqueuse. Lorsqu'on aura donc la desquamation de la muqueuse. On se rappelle la muqueuse, c'est ion, épithélium et stratifié. Cependant, lorsque l'organisme manque de fer en cas d'hémorragie aiguë ou chronique, par exemple, l'absorption de quantités présentes dans les ingrédients s'accélère. Dans le sang, le fer se lie à la transférine, une protéine plasmatique qui en assure le transport dans le système cardiovasculaire. Chez les femmes, les pertes menstruelles entraînent une forte diminution des réserves de fer avant la ménopause. Le régime alimentaire des fers doit contenir environ 50% plus de fer. Les entérocytes contiennent environ 4 fois plus de protéines de transport du fer que chez l'homme et très peu de fer est perdu par l'organisme autrement que dans les menstruations. Le calcium, l'absorption du calcium est étroitement associée à la concentration sanguine du calcium ionique. Elle est localement réglée sous forme active de la vitamine D qui facilite l'absorption du calcium. Toute diminution de la concentration sanguine de calcium ionique déclenche la libération de parathormone PTH par les glandes parathyroïdes. En plus de faciliter la libération des ions calcium de la trame osseuse et de stimuler la réabsorption du calcium par les reins, la parathormone stimule l'activation de la protéine D en calcitriol par les reins, ce qui accélère l'absorption des ions calcium par les distingués. Mes amis, m'espérez que là, nous allons étudier ça, vous allez avoir de l'aspirine ou encore du paracétamol. Parce que ça paraît schéma. En tout cas, bon courage. Absorption de l'eau. L'intestin grêle reçoit tous les jours environ 9 litres d'eau provenant surtout des sécrétions du tube digestif. Cette substance la plus abondante du chyme et l'intestin grêle en absorbe. C'est la substance la plus abondante du chyme et l'intestin grêle en absorbe 80% par osmose. La plus grande partie de l'eau résiduelle est absorbée dans le gros intestin, ce qui ne laisse environ que 0,1 litre d'eau pour ramollir les fesses. Le taux normal d'absorption est de 30 à 40 millilitres par heure. L'eau traverse librement la muqueuse intestinale dans les deux sens. Mais une osmose nette se produit chaque fois que le transport actif de soluté, et notamment de sodium, vers les cellules de la muqueuse crée un gradient de concentration. Par conséquent, l'absorption de l'eau est étroitement couplée à celle des solutés et elle influe elle-même sur le taux d'absorption des substances qui passent normalement par diffusion. À mesure que l'on pénètre dans les cellules de la muqueuse, ces substances suivent leur gradient de concentration. Okay? Alors, je vais faire une autre vidéo pour les déséquilibres homéostatiques. Donc, à la prochaine vidéo pour justement les déséquilibres homéostatiques.